ben, bonjour merci de m'avoir invité à venir vous parler d'hémorragie digestive et plus particulièrement, enfin, chez le patient cirrhotique et plus particulièrement d'indication du TIPS. Alors, je vais corriger Guillaume tout de suite. Je ne suis pas, voilà, l'équipe toulousaine est experte internationale en TIPS. Vous verrez d'ailleurs dans ma présentation qu'il faudra rendre à César ce qui est à César. Mais je suis ravie d'être celle qui, voilà, vous fait part des dernières recommandations que vous allez voir et qui puisse de pouvoir en discuter et échanger avec vous sur le sujet. Alors pour mettre, voilà, planter le décor, on va parler d'hémorragie digestive, de cirrhose, de TIPS. Donc on va parler bien évidemment d'hypertension portale. Alors petit rappel, hein, je pense que je vais rien vous apprendre, mais globalement, en l'état normal des choses, le sang de la cavité abdominale, donc du secteur veineux splanchnique, rejoint la veine porte, enfin rejoint le foie par la veine porte, et une fois qu'il est filtré, repart dans la circulation systémique par la veine cave inférieure, l'oreillette droite, et donc repart dans la circulation systémique. En cas de cirrhose, le foie fait obstacle à ce retour veineux, le sang stagne dans la veine porte, donc il y a une augmentation de pression dans la veine porte, d'où l'ouverture de voies de dérivation porto-systémiques, qui sont des veines superficielles qui relient le système porte à la circulation générale. Et donc, ces voies de dérivation sont multiples, mais celles qui nous intéressent plus particulièrement sont bien évidemment les varices œsophagiennes et gastriques, qui sont la source des hémorragies digestives. Il peut y en avoir ailleurs, hein, des voies de dérivation, qu'elles soient rectales, intra-abdominales, qui nous embêtent beaucoup moins, sauf bien sûr s'il y a besoin d'une chirurgie. Le TIPS, pour transjugulaire intrahépatique porto-systémique shunt, donc c'est un shunt comme son nom l'indique. Il s'agit d'une procédure radiologique qui permet, et intravasculaire, qui permet de mettre en place par voie jugulaire donc un stent métallique couvert, en grande partie couvert, dans le foie, entre une veine hépatique et une branche de la veine porte. Le but est de d'effondrer la pression portale et donc la pression dans les varices, et donc dans le cadre de l'hémorragie digestive, d'arrêter le saignement. Cet effondrement de la pression portale a aussi pour effet, dans le cadre de TIPS pour acide, de stopper la production d'acide. Ça se fait moins rapidement que l'arrêt du saignement. Donc là, sur le dessin, vous voyez, globalement, il s'agit de cathétériser une veine hépatique. Donc ça, on est en intravasculaire. Après, il y a une partie quand même où il faut traverser le parenchyme hépatique, hein, pour arriver jusque dans une branche portale, hein. Donc il y a quand même une ponction, enfin au sabre, hein, du parenchyme hépatique. La création d'un chenal dans lequel va être déployé le stent, qui va donc faire le court-circuit, hein, le shunt entre système porte et système cave ou systémique. En version image radiologique, ça donne ça, avec ici la ponction portale, la dilatation du trajet au ballon et l'insertion de la prothèse qu'on voit ici. Et qu'on voit mieux ici en coupe, du coup, je ne sais plus comment on dit, coronale, sagittale, peu importe. Donc vous voyez, hop, que c'est donc c'est intrahépatique, hein, il n'y a pas d'effraction de la capsule, et donc ce shunt est créé. Alors, c'est une procédure très efficace. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, que je vais détailler ici. Pour expliquer pourquoi est-ce que dans le TIPS, alors essentiellement dans le TIPS programmé, on s'assure de l'absence de contre-indication. On va voir que bien sûr dans l'hémorragie digestive, dans l'urgence, on s'en affranchit un peu plus, mais donc il faut savoir que les risques du TIPS, c'est l'insuffisance hépatique. Pourquoi?
parce qu'en fait, une partie, enfin le sang portal se retrouve dévié, donc on le voit bien là, hein, dévié, hop, et tout le sang qui passe par là ne sert plus d'alimentation nourricière au foie. Et je rappelle que la vascularisation nourricière du foie, c'est 2/3 le système veineux porte et 1/3 le système artériel. Ok. Donc là, avec le court-circuit, si jamais les fonctions hépatiques sont déjà à limite, le fait de shunter cet apport vasculaire pour nourrir les cellules hépatiques, on peut se retrouver avec une aggravation d'une insuffisance hépatique. Ça, c'est comment est-ce qu'on l'a, c'est les paramètres qu'on vérifie avant dans le cadre du côté TIPS programmé. Ensuite, la décompensation cardiaque. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque de décompensation cardiaque? Ben, toujours parce que le sang veineux portal arrive dans l'oreillette droite, hein, donc il y a une augmentation brutale de la précharge qui, en cas de cœur déjà un peu défaillant, que ce soit parce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente d'autres origines, que ce soit parce qu'il y a une dysfonction diastolique qui est fréquente dans le cadre de la cirrhose, ou s'il y a une valvulopathie non traitée, telle que le rétrécissement aortique, on peut se retrouver avec un tableau d'insuffisance cardiaque en post-TIPS. Et ça se prévient, on verra comment avant, mais notamment chez des patients dont on va parler dans l'hémorragie digestive qui sont très remplis avant le TIPS, il faut s'en méfier. Enfin, la complication tant redoutée, qui est l'encéphalopathie hépatique post-TIPS. Pourquoi? Eh ben parce que toujours ce sang, il est dévié, il passe plus dans le foie, il est plus filtré. Donc on se retrouve avec un accès, enfin une transmission de toxines diverses et variées de façon plus rapide dans la circulation systémique et donc dans la circulation cérébrale. Ça aussi, ça se prévient. Il y a des facteurs de risque d'encéphalopathie hépatique post-TIPS que sont l'âge avancé, le fait d'avoir fait de l'encéphalopathie avant, surtout si le patient en a fait pour pas grand-chose comme facteur déclenchant, le fait d'avoir des fonctions hépatiques altérées, d'avoir une insuffisance rénale organique, mais également la sarcopénie est un facteur de risque d'encéphalopathie après TIPS. Je vous passerai la TIPSite qui est, enfin, je vous en dis juste un mot, mais c'est l'infection de la prothèse. Et ça, c'est embêtant parce que la prothèse, on ne peut pas l'enlever. Hein. Ça, j'ai pas détaillé, mais une fois que le stent il est en place, il est dans le parenchyme, hein, il n'est pas que en intravasculaire. Donc le TIPS, une fois qu'il y est, il ne s'enlève pas. Et ça, c'est voilà, les situations heureusement rares d'infection de la prothèse. Malgré ces risques, risques que bien sûr on peut prévenir, depuis 30 ans, il y a eu un essor du TIPS en France avec plus de 1000 procédures, 1000 poses de TIPS en France en 2022, contre les 500 une dizaine d'années avant. Donc beaucoup plus de procédures en France et puis surtout des indications qui se sont grandement élargies puisque il y a une trentaine d'années, c'était uniquement le sauvetage d'une hémorragie digestive réfractaire. Maintenant, le TIPS, c'est bien sûr toujours dans l'hémorragie digestive et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est aussi le traitement de l'acide réfractaire, la préparation préopératoire pour certaines chirurgies abdominales, le traitement du syndrome de Budd-Chiari dans certaines conditions, le traitement de l'hypertension portale non cirrhotique, voilà. Tout ça fait que ça a justifié l'élaboration de recommandations françaises, enfin voilà, de la Société française des pathologies sur le TIPS. Ces recommandations, elles ont été élaborées par des experts. Et moi, un tout petit peu, mais voilà, c'était pas moi le principal expert là-dedans. Experts nationaux et internationaux, et qui se sont, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est l'Hôtel-Dieu, et c'était le congrès TIPS qui a eu lieu en juin à l'Hôtel-Dieu, et qui a permis l'élaboration et la publication en novembre des recommandations sur les indications et les modalités du TIPS, donc coordonnées par les vrais experts toulousains, Christophe Bureau et Hélène Laruche. Bien sûr, on ne va pas détailler les 125, je ne vais pas vous détailler les 125 ou 130 recommandations sur le TIPS. Là, on va s'intéresser au TIPS urgent, donc le TIPS dans l'hémorragie digestive, c'est-à-dire globalement le TIPS de sauvetage et le TIPS préemptif. Après, il y a toutes les recommandations sur le TIPS programmé dans l'acide réfractaire, dans la prévention de la récidive hémorragique que je ne détaille pas non plus dans ce topo, et dans la préparation à la chirurgie.
Donc, on revient à l'hémorragie digestive haute, liée à l'hypertension portale, donc la rupture de varices œsophagiennes ou gastriques. Je vous fais un bref rappel de choses que vous connaissez sûrement déjà par cœur, mais je ne peux pas parler de TIPS sans parler de ce qu'on fait avant le TIPS. Déjà, pardon, une note positive, c'est-à-dire que depuis 35 ans, le pronostic des patients avec hémorragie digestive liée à l'hypertension portale s'est grandement amélioré, avec une mortalité qui a franchement baissé. Pourquoi? Parce que nos prises en charge médicales se sont améliorées, tant sur le plan endoscopique que des traitements vasoactifs, que de l'antibiothérapie, que bien sûr de l'avènement et des procédures de TIPS. Vous savez tout ça par cœur, globalement. Avant une endoscopie pour une hémorragie digestive sur hypertension portale, on transfuse, oui, mais pas trop. Toujours la balance entre la correction du choc et le surremplissage, qui clairement, et ça a été bien montré, augmente le risque de non-contrôle du saignement en majorant la pression portale et le risque de récidive hémorragique. Je rappelle que la transfusion de facteurs de coagulation n'est pas recommandée dans l'hémorragie digestive sur hypertension portale. Il ne s'agit pas d'un problème de coagulation, mais d'un problème de pression dans des varices. Et d'ailleurs, le TP et l'INR sont de mauvais reflets du statut de coagulation du patient cirrhotique. Donc transfusion, oui un peu, mais pas trop. Antibiotiques pour prévenir la survenue d'infection du liquide d'acide, mais aussi et tout simplement pour augmenter la survie. Donc, c'est 5 jours d'antibiothérapie et classiquement de la ceftriaxone 1 gramme par jour. C'est pas très compliqué. Et puis, on ne commence pas l'endoscopie avant que le traitement vasoactif soit débuté. Donc, c'est à mettre en place le plus tôt possible quand on suspecte une hémorragie digestive sur hypertension portale. C'est soit la somatostatine, la terlipressine ou l'octréotide. La terlipressine étant de maniement moins facile parce que c'est des IVD lentes de forte dose. C'est pas la terlipressine qu'on met dans le syndrome pathorénal en IVSE maintenant. Il n'y a pas de recommandation de la terlipressine en IVSE dans l'hémorragie digestive et c'est quand même beaucoup moins bien toléré en IVD lente à ces doses-là. Je voudrais insister sur le fait qu'une fois que la somatostatine est branchée, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas pour brancher une transfusion. Il faut trouver une autre voie veineuse. Ça a une durée de vie, une demi-vie qui est très courte et l'arrêt fait que quelques minutes plus tard, vous avez un rebond de pression portale. Clairement, tout ce qu'il faut pour relancer une hémorragie qui s'était contrôlée au branchement. L'érythromycine, vous connaissez pour la vidange gastrique, pas du tout pour l'effet, pour le côté antibiotique, mais pour l'effet secondaire, finalement prokinétique dont on profite. Et puis bien sûr, quand même que nous on fasse quelque chose, donc un traitement endoscopique, des ligatures de varices, pour les varices œsophagiennes, c'est essentiellement le traitement par ligature qui se fait en urgence. Et pour les varices gastriques, c'est l'encollage pour les varices gastriques en règle générale. Et puis, en cas d'hémorragie réfractaire, eh bien, la solution d'après, c'est la sonde de tamponnement ou le stent hémostatique. Ces solutions étant des solutions temporaires d'attente et éventuellement, justement, avant la mise en place d'un TIPS. Donc, je ne sais pas si tout le monde en a déjà vu, mais globalement, une sonde de Linton, c'est globalement un gros ballon en forme de poire qui est au bout d'une grosse sonde gastrique, qui est donc gonflé dans l'estomac et mis en traction pour venir comprimer le haut de l'estomac, le bas de l'œsophage. Donc, ça traite les varices gastriques comme les varices œsophagiennes. Le stent hémostatique, c'est la pose en fait d'une prothèse, d'un gros stent qui comprime en fait les varices œsophagiennes. Ça marche pas sur les varices gastriques, ça. Qui a par contre l'avantage que le stent, une fois qu'il est posé, il n'y a plus rien qui dépasse du patient et on peut le maintenir plus longtemps. La sonde de Linton, plus de 24 heures, c'est compliqué. Le stent, il peut rester jusqu'à 7 jours. Tout ça étant, comme je l'ai dit, des solutions temporaires en attendant autre chose. Et autre chose, en règle générale, c'est le TIPS. Donc,
En cas d'hémorragie digestive, donc ligature au col. En cas d'hémorragie réfractaire, donc on fait la solution, enfin, la solution temporaire, c'est le stent ou la sonde de tamponnement, et en attendant, le TIPS de sauvetage. Ça, c'est quand l'hémorragie est réfractaire. Mais il y a une autre indication du TIPS, quand le saignement est arrêté. En cas de patients à haut risque de récidive de saignement, et on va le détailler après. Donc, c'est les Child C et Child B supérieur à 7 avec une hémorragie active à l'endoscopie alors que le patient est déjà sous traitement vasoactif. Ces patients ont aussi une indication au TIPS qu'on appelle TIPS préemptif ou early TIPS, qui est la pose d'un TIPS dans les 72 heures, idéalement dans les 24 heures. En cas de récidive dans les 5 jours, on considère que c'est une récidive précoce et que là, il faut passer au TIPS de sauvetage également. Le concept de TIPS préemptif ou de early TIPS, il découle de l'étude Princeps qui a été publiée en 2010 dans le New England et à laquelle on avait effectivement participé, qui incluait des patients avec cirrhose, qui présentaient une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes, GOV1 et GOV2 étant les varices gastriques sous-cardiales, hein, donc, puisqu'il peut y avoir des varices gastriques ailleurs, mais là, ça n'avait pas été testé. Donc, hémorragie digestive par rupture de VO et ou gastrique, avec soit un score de Child Pugh C inférieur à 14, donc c'est au maximum 13, ou un score de Child Pugh B avec une hémorragie active à l'endoscopie malgré le traitement pharmacologique. Donc, c'est le patient, on rentre dans son œsophage avec notre endoscope, il est sous somatostatine, et quand on arrive, ça saigne activement, avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Ça compte pas si c'est nous qui déclenchons le saignement parce qu'au moment où il y a un élastique qui part pas comme il faut, on a fait sauter le clou plaquettaire, hein. C'est le saignement est là, actif quand on arrive. Et donc, ces patients avaient été randomisés en un groupe chez qui on faisait le traitement standard, c'est-à-dire c'était bon, de toute façon, ils avaient tous le traitement vasoactif, les antibiotiques, et le traitement, ils avaient été ligaturés, ils ne saignaient plus. Et donc, soit ils étaient dans le groupe standard où on continuait ligature et médicaments, c'est-à-dire ligature et bêta-bloquants, c'est-à-dire séance de ligature itérative tous les 15 jours, 3 semaines, le temps d'éradication des varices et bêta-bloquants. Soit, dans le deuxième bras, c'était le bras TIPS et c'était la pose d'un TIPS dans les 72 heures. Eh bien, cette étude a montré qu'il y avait clairement une supériorité, c'est-à-dire une probabilité d'être indemne d'échec de contrôle de l'hémorragie ou de récidive d'hémorragie, probabilité de 97% dans le groupe TIPS contre 50% dans le groupe traitement standard chez ces patients à risque. Et a été montré dans la même étude un franc gain sur la survie, que ce soit à 6 semaines, c'est-à-dire en précoce, mais également à 1 an, où ce gain de survie subsistait, et même plus tard, en fait, 2 ans, ça se maintient après. Donc ça, c'est le early tips ou le tips préemptif dont on va parler après. Donc, on revient sur les recommandations. Globalement, je me suis concentrée donc sur les recommandations sur le type de sauvetage et le early tips, mais je voulais juste vous dire un petit mot en passant sur les précautions à prendre pour la mise en place d'un TIPS. Et je voulais juste vous montrer que les experts avaient considéré qu'il n'y avait pas de données scientifiques suffisantes pour recommander la correction des troubles de l'hémostase lors de la mise en place d'un TIPS. On parle de TIPS programmés, hein. Après, ils ont souvent des troubles de l'hémostase. C'est pas recommandé, clairement, on le fait. On n'en est pas encore à pas. On aime bien. Pour l'instant, on en est encore à 50% de TP, 50% de plaquettes. Il traverse quand même le parenchyme hépatique. Voilà. Donc, mais bon, il faut savoir que ça repose sur rien. L'antibioprophylactie ne doit pas être systématique lors de la pose d'un TIPS, mais de toute façon, les patients pour l'hémorragie digestive en aiguë, ils sont sous antibiotiques, donc c'est pas le souci. Et il est considéré de différer la pose d'un TIPS programmé chez un patient avec une infection documentée ou suspectée. Ça, c'est pour éviter la typsite dont je vous ai brièvement parlé,
Types de sauvetage, franchement, voilà. De toute façon, dans types de sauvetage, il y a sauvetage. Donc, on oublie tout ce à quoi on fait attention en général. Dans le type préemptif, on pourrait être amené, en fonction de l'infection, du site, de la gravité, à éventuellement peut-être décaler de 24 heures, puisqu'on a 72 heures devant nous. Tout ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, c'est toujours pas dans le type urgent, hein, mais pour vous dire, quand on fait un type programmé, c'est tout le bilan qu'on fait avant. C'est l'examen clinique, le dépistage de l'encéphalopathie minimale, les fonctions hépatiques, l'échographie cardiaque que je vais détailler un petit peu, et puis l'imagerie. L'échographie cardiaque, pourquoi? Ah, non, je ne l'ai pas dit après. Non, c'est marrant. Bon, et ben c'est pas grave. Bon, pour dire que globalement, en cas de TIPS programmé, la présence en fait de certaines cardiopathies sous-jacentes, donc un RAO serré, une hypertension artérielle pulmonaire sévère ou une grosse dysfonction droite ou gauche va être une contre-indication au TIPS programmé. Dans le cadre de l'urgence, ça ne va pas être forcément une contre-indication, mais ça va être éventuellement peut-être important de le savoir. Voilà, quand on le sait, c'est bien pour pouvoir adapter la suite. Allez, on revient donc à l'hémorragie digestive et aux types de sauvetage. Alors, ça, c'était des définitions. C'est quoi une hémorragie réfractaire liée à l'hypertension portale? C'est une hémorragie digestive qui ne cesse pas malgré le traitement pharmaco et endoscopique. Et la récidive hémorragique précoce, où on parle aussi de types de sauvetage, même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, c'est la récidive hémorragie digestive dans les 5 jours qui suivent, donc toujours après. Donc, dans ces cas-là, il est recommandé, de manière urgente, de discuter la mise en place d'un type de sauvetage. Et ça améliore la survie. Il est recommandé probablement recommandé, dans l'attente de mettre soit une sonde de tamponnement, soit une prothèse œsophagienne, avec une petite préférence des experts pour la prothèse œsophagienne, pour le côté moins de complications à type d'inhalation, de déchirure œsophagienne ou de choses comme ça. Alors, c'est le seul quiz que j'ai mis, mais c'est sur le type de sauvetage, quelles propositions sont vraies? Il permet l'arrêt de l'hémorragie dans près de 90% des cas. Pour autant, la mortalité reste élevée proche de 50% à J5. La mortalité reste élevée proche de 50% à 6 semaines. La mortalité reste élevée proche de 30% à 6 semaines. Et la mortalité de plus de 90% à 6 semaines chez les patients les plus sévères. Vous avez une idée? On peut faire un main levée. Ouais. Il permet l'arrêt de l'hémorragie dans près de 90% des cas. Donc, est-ce que le type de sauvetage, c'est efficace pour arrêter le saignement? Ouais. OK. On va voir. Alors, la mortalité, bon, c'est des chiffres, ça va, voilà, à votre avis. Je vais prendre la dernière, mortalité de plus de 90% à 6 semaines chez les patients les plus sévères. Pas qu'à Longueuil, tu vas voir. Voilà. Et pour le. Non, non. Allez, en gros, ça permet effectivement l'arrêt de l'hémorragie dans 90% des cas. Pour autant, la mortalité du type de sauvetage reste, du patient avec type de sauvetage reste élevée, proche de 30% à 6 semaines. Et c'est effectivement plus de 90% à 6 semaines chez les patients les plus sévères. Et là, vous avez une méta-analyse donc ça fait 1430 patients qui montraient ça. Donc, la contrôle l'hémorragie, 90%, la mortalité, 33%. Cette autre étude a montré une mortalité de plus de 90% chez les patients qu'on peut considérer les plus graves, patients avec un MELD supérieur ou égal à 30 et ou des lactates supérieurs ou égal à 12 après manœuvre de réanimation, premières heures de réanimation. Et ben voilà, chez eux, la mortalité est très importante. De ça découlent des critères dits de futilité de la mise en place d'un type de sauvetage. Alors, on parle, attention, de critères de futilité. On s'adresse là à un patient qui n'a pas de projet de transplantation hépatique. Les experts ont été bien complets sur. Donc, chez un patient
qui est clairement récusé pour une transplantation hépatique, qui présente l'hémorragie digestive réfractaire. Il pourrait s'avérer futile de mettre un TIPS en cas de défaillance multiviscérale, de score de Child supérieur ou égal à 14 et de score de MELD supérieur ou égal à 30 et ou avec des lactates à plus de 12 après les premières heures d'une prise en charge réanimatoire. Après, bien évidemment, cette décision de réaliser ou pas le TIPS, c'est une décision concertée, prise au cas par cas, auprès du centre expert. Mais en même temps, le centre expert, c'est souvent là où il y a la pose du TIPS. Mais globalement, c'est une réflexion du coup entre hépatologue, radiologue, réanimateur, transplanteur, qui n'est pas toujours évidente, cette discussion, notamment au milieu de la nuit, soyons clairs. Donc ça, c'est le TIPS de sauvetage. Donc, en résumé, c'est très efficace pour arrêter le saignement. Les questions qui peuvent se poser, c'est quand peut-être ne pas le faire chez certains patients. Le TIPS préemptif, donc lui, il s'adresse, donc c'est le TIPS, c'est le early TIPS. Donc, je vous rappelle des patients qui ne saignent plus après le traitement endoscopique, mais qui sont à haut risque de ressaigner rapidement et dans les semaines à venir. Donc, les critères de haut risque de ressaignement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le score de Child C, le score de Child B avec un saignement actif au moment de l'endoscopie ou gradient de pression veineuse supérieur à 20 mm de mercure. Bon, c'est quand on fait un abord jugulaire, ce qu'on fait rarement en pratique courante au milieu d'une hémorragie digestive. Mais ça, c'est parce que dans les études, c'était un des facteurs qui était le plus significatif sur le risque de ressaignement. Et donc, le TIPS préemptif est défini comme un TIPS mis en place dans les 72 heures, idéalement dans les 24 heures, suivant une hémorragie digestive, sur rupture de varices, contrôlée par le traitement endoscopique et médical, chez ces patients à haut risque. Donc, chez ces patients, je me répète un peu là globalement, il est recommandé de mettre en place ce TIPS dans les 72 heures, idéalement dans les 24 heures. C'est-à-dire que si on peut le mettre dans les 24 heures, ça ne sert à rien d'en attendre 72. Donc, Child Puke C inférieur à 14, donc jusqu'à 13, ou B, alors supérieur à 7. L'étude initiale, c'était tous les Child B. Le Child B, ça va de 7 à 9. Ici, vous allez voir, voilà, c'est cette étude-là qui a montré qu'en fait, le gain de survie des Child B 7, en fait, avec ou sans TIPS, il n'y a pas vraiment il y a pas de différence de survie. Donc, en fait, les critères ont été un peu affinés et c'est Child B supérieur à 7, donc c'est B8, B9, C10, C11, C12, C13. Voilà. Et ça, c'est là pour le coup, c'est la méta-analyse des données individuelles sur les Child C, Child C et Child B, qui montraient un gain de survie pour les deux. Alors, ça c'est ce qu'on a dit. Enfin, si quand même. Lorsque l'indication du type préemptif est posée, il est recommandé de le mettre en place dans les 72 heures, idéalement dans les 24 heures. Il n'y a pas de données suffisantes pour recommander de le mettre en place après 72 heures. Donc, globalement, si ça fait 3 jours que le patient n'a pas saigné, voilà, on n'a pas de données suffisantes pour dire que ça a un intérêt de le mettre. Là, j'ai envie de dire, on attend qu'il ressaigne, quoi. En sachant que, je veux dire, ici, on a l'accès facile. Je veux dire, on a des radiologues, on a le plateau, voilà. Donc, on a accès aux TIPS très facilement. C'est évidemment pas le cas dans tous les centres. Et donc, il y a bien sûr, pour peu que ça arrive en début de week-end, il peut y avoir plus de difficultés. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de tout le bilan qu'on faisait pour un TIPS programmé, plein de choses, dépistage encéphalopathie hépatique, fonction cardiaque, tout ça.
Dans le type de sauvetage, bien sûr, on ne fait pas de bilan, hein, parce qu'il faut sauver le malade. Dans le type préemptif, donc on a entre 24 et 72 heures devant nous, qu'est-ce qui est recommandé? La seule chose qui est recommandée, c'est de faire une imagerie, si possible un scanner, une imagerie hépatique en coupe, au mieux. Au minimum, un échodoppler. Ce qu'on veut vérifier globalement, c'est qu'il n'y ait pas une thrombose porte complète. Un CHC hors des critères du Milan, c'est-à-dire un carcinome hépatocellulaire avancé, avec beaucoup de nodules, une thrombose une thrombose tumorale, ou voilà. On verra que le CHC en lui-même n'est pas une contre-indication au TIPS, si on n'est pas dans cet ordre-là. La décompensation. Alors, l'échocardio n'est pas formellement obligatoire avant un TIPS, hein, avant un TIPS préemptif. Si on peut l'avoir avant, tant mieux. Pourquoi? Alors, pour le contre-indiquer, finalement, rarement, mais peut-être pour pouvoir adapter après, notamment la déplétion après le TIPS, se prémunir d'un certain nombre de, de prévenir les choses sur la prise en charge, future. Donc, globalement, avoir un TIPS préemptif, plutôt un scanner. Est-ce qu'il y a des critères de futilité pour la mise en place d'un type préemptif, comme pour un type de sauvetage? On a vu que les patients trop graves, peut-être qu'il ne fallait pas leur mettre le TIPS parce que finalement, il n'y avait pas de gain de survie. Non, il n'y a pas de critères de futilité retrouvés pour le type préemptif, que ce soit pour l'âge, le score de MELD, la créatinine. Et il a été montré que un patient qu'il fallait que l'encéphalopathie hépatique à l'admission pour hémorragie digestive n'est pas une contre-indication au fait de mettre un type préemptif dans les 72 heures. Parce qu'en fait, ce qu'il met ce qu'il met en encéphalopathie, c'est l'hémorragie digestive, ce n'est pas une contre-indication au TIPS. Et le fait qu'il soit en ACLF non plus. Et là, je vous montre, donc pour ce qui est de l'encéphalopathie, alors vous allez me croire sur parole parce que c'est tout petit, mais globalement, là, c'est la mortalité, en fait, la différence de mortalité entre les patients type C, donc en rouge, et non type C en bleu. Et ça, c'est les patients non encéphalopathes. Et ça, c'est les patients avec encéphalopathie. Et donc, le gain de survie, globalement, est le même. Là, c'est la probabilité de ressaignement chez les patients en ACLF type C et non type C, donc favorable au TIPS également. Et là, c'est une étude pour le coup toulousaine, ouais, où chez les patients avaient été pris en fait les patients de Child-Pugh-C avec une bilirubine élevée, supérieure à 100, un TPA inférieur à 35%. Mais en fait, le gain de survie était maintenu même chez ces patients graves. Donc, pas de critères de futilité pour le TIPS préemptif. Un petit mot sur TIPS et carcinome hépatocellulaire. Est-ce qu'on peut mettre un TIPS à un patient qui a un carcinome hépatocellulaire? Oui, on peut. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas recommandé, c'est que le TIPS traverse le cancer, hein, parce que on comprend assez bien que ça ne va pas être très bon parce que, de toute façon, c'est un TIPS qui, du coup, va finir par se boucher. Et puis, traiter un cancer où vous avez mis un TIPS au milieu, les possibilités de traitement, qu'elles soient radiologiques ou autres, deviennent à peu près nulles, hein. Est-ce qu'il faut proposer un type de sauvetage ou un type préemptif en cas de CHC? Donc, les recommandations, c'est qu'il est possible de proposer au cas par cas un type de sauvetage ou un type préemptif à un patient atteint d'un CHC. Là, c'est pareil, si c'est un carcinome hépatocellulaire avancé avec, on sait que déjà il est en progression. Enfin, voilà, si c'est beaucoup de nodules, une thrombose tumorale, qu'il y en a plein dans le foie, bon, évidemment que non. Si après, c'est un nodule, 2 nodules sur lequel on peut avoir un traitement en suivant, ça peut s'envisager. Tout dépend un peu de l'ensemble, et bien sûr, c'est une décision concertée. Pour information, il n'est pas possible de faire de chimio-embolisation après la mise en place d'un TIPS. Puisqu'en fait, comme il y a déjà la déportalisation, si vous bouchez l'artère en plus, vous vous retrouvez, même si maintenant les chimio-embolisations sont le plus sélectives possible, mais à part
Voilà, si on est sûr que ça peut être très sélectif et que le patient est inscrit sur liste de transplantation hépatique et que du coup, s'il s'aggrave, on va pouvoir le transplanter après. Sinon, le type, c'est une contre-indication à la chimio-embolisation. Quel est l'objectif de gradient de voilà, enfin, pour le radiologue? Qui pose le TIPS, le gradient, hein, c'est la différence entre, pression portale et pression, cave, hein. C'est quoi l'objectif de gradient? C'est inférieur à 12 millimètres de mercure. C'est, le gradient, en dessous duquel il y a, normalement pas de risque d'hémorragie. Bon, pour l'acide, globalement, c'est la même chose, mais là, c'est pas le sujet. Et les experts ont recommandé, de chercher à obtenir un gradient final, donc inférieur à 12, mais si possible pas en dessous de 5, parce qu'on majore le risque d'encéphalopathie hépatique à ce moment-là. Comment on évalue l'efficacité clinique du TIPS? Ben, quand c'est un TIPS pour acide, ben, c'est que l'acide se tarit. Ben, quand c'est pour l'hémorragie digestive, bah, c'est qu'il ne renseigne pas. Ça peut être un petit peu plus, aléatoire sur l'évaluation. Comment on surveille après un TIPS? Voilà, juste vous montrer, on surveille, la fonction hépatique, la fonction cardiaque, bah, c'est clinique, hein, on ne refait pas d'échographie, cardiaque systématique, hein, c'est, clinique, les signes de décompensation cardiaque, c'est le NT-proBNP, voilà, c'est l'examen clinique. On dépiste l'encéphalopathie hépatique, après la mise en place du TIPS, on surveille la fonction rénale et tout ça, c'est très codifié maintenant. Globalement, on voit les patients, ben, avant la sortie d'hospitalisation, bien sûr, et puis après à, 1 mois, puis tous les 3 mois, la première année. Après, bien sûr, on continue à les suivre comme tout patient cirrhotique, mais dans la première année, on les suit, très régulièrement. Des petites choses sur les traitements associés après la mise en place d'un TIPS. Est-ce qu'il faut faire une endoscopie digestive après la mise en place d'un TIPS? Non. À partir du moment où sur le plan hémodynamique, le résultat est satisfaisant, aucun intérêt d'aller faire une endoscopie après, pour aller vérifier les varices œsophagiennes, on va toujours les voir, hein. Elles ne s'effacent pas, voilà, c'est juste qu'il y a plus de pression dedans. Bien sûr que si le patient ressaigne après un TIPS, bien sûr qu'on y retourne, hein, voir si c'est, une œsophagite, une ulcération machin ou si finalement, c'est de nouveau de l'hypertension portale, mais en tout cas pas d'endoscopie systématique. Il est conseillé d'utiliser un traitement diurétique par furosémide en post-TIPS immédiat pour faciliter l'adaptation cardiaque aux modifications, hémodynamiques, donc à cette augmentation de la précharge secondaire, au TIPS chez les malades à risque de décompensation cardiaque. Je pense qu'on peut considérer que le patient qui arrive pour hémorragie digestive, enfin, en règle générale, dû être, pas mal, rempli, franchement, alors quand ils sont en réanimation, vous avez, l'échographie cardiaque, vous pouvez monitorer le remplissage, mieux que nous, voilà. Mais, globalement, très souvent, faut considérer qu'il y a besoin de furosémide en post-TIPS, immédiat. Après, il y a des patients qui en ont besoin pendant, des mois suivants, après en fonction, parce que ça démasque une cardiopathie, sous-jacente, qu'on ne connaissait pas. On arrête le traitement bêta-bloquant non cardiosélectif, donc carvedilol ou propranolol, s'il était prescrit pour les complications de l'hypertension portale. Bien sûr que si le patient avait un bêta-bloquant pour une cardiopathie ischémique, c'est autre chose. Voilà et donc on l'arrête après le TIPS. Si par contre, à un moment, on s'aperçoit que le TIPS dysfonctionne, là, on peut être amené à remettre, les bêta-bloquants. Et il n'est pas conseillé de prescrire un anticoagulant ou un antiagrégant plaquettaire préventif, après un TIPS pour prévenir une dysfonction du shunt, en dehors des maladies vasculaires du foie, donc qui sont source d'hypertension portale, voilà, et qui surviennent souvent dans le cadre de facteurs de thrombophilie. Sinon, pas d'anticoagulant. Depuis l'avènement des prothèses, donc des stents couverts, il n'y a plus les problèmes initiaux de thrombose de TIPS, qui étaient précoces et voilà. Donc pas d'anticoagulant ou d'antiagrégant de manière, systématique. Faut-il contrôler la perméabilité, la fonctionnalité du shunt? Bah, oui, c'est une échographie globalement, tous les 6 mois qui sert, aussi, finalement à dépister le carcinome hépatocellulaire et il n'est pas recommandé de faire une échographie, un Doppler, 24 heures après pour voir si, toujours parce que, voilà, depuis l'avènement des prothèses couvertes, la thrombose immédiate du TIPS, c'est rarissime.
Il n'est pas recommandé de faire, un abord, jugulaire, enfin un contrôle hémodynamique systématique, au cas par cas, ou en cas de suspicion de dysfonction du rein, notamment si le patient, là c'est pas le cas, mais a besoin d'être toujours autant ponctionné d'acide. C'est qu'a priori, son TIPS ne doit pas trop fonctionner. Ça, c'est dans les mois qui suivent. Là, on peut être amené à faire un contrôle hémodynamique pour voir s'il y a une dysfonction du rein. Quand est-ce qu'on révise, le shunt? Et ben, quand, il fonctionne pas, suffisamment. Hem et quand est-ce qu'on peut être amené à le réduire? Parce qu'il peut être amené à être révisé parce il ne fonctionne pas suffisamment, pardon, mais dans certains cas, on peut être amené à, calibrer, à demander au radiologue une réduction du calibre du TIPS. Dans quel cas? Quand il y a, une insuffisance hépatique, chez un patient qu'on ne va pas transplanter peut-être, surtout quand il y a de l'encéphalopathie récidivante malgré le traitement, médical, ou quand il y a une insuffisance cardiaque congestive. Alors c'est une réduction, hein, du calibre du TIPS, hein, pas une fermeture, enfin, on le bouge pas parce que dans ce cas-là, on se retrouve avec la pression portale qui augmente beaucoup et dans ce cas-là, pour le coup, c'est à gros risque d'hémorragie digestive. Et comment on traite l'encéphalopathie hépatique après la mise en place d'un TIPS? Alors bien sûr, voilà, quand, ils se sont, à distance, hein, des sédations potentielles et cetera et cetera. Bon, globalement, c'est lactulose et rifaximin. Rifaximin qui a une indication pour être mis en place avant le TIPS, avant la pose du TIPS, dans les TIPS programmés et bah, pareil, en cas d'inefficacité de ces traitements, on peut être amené à réduire le shunt et puis, surtout, il y a des patients chez qui, on propose la transplantation hépatique s'ils ont une encéphalopathie hépatique récidivante après TIPS, et que, ils sont dans les critères, dans l'âge et tout ça, de pouvoir être transplantés.